Moi, dans la vie, je suis comédien, improvisateur, animateur. J'ai pas un métier physique, d'ailleurs, mes mains sont à peine usées. Ça me gêne des fois, mais c'est le cas. Donc, c'est sûr que si je me retrouvais dans un autre pays, à travailler, par exemple, dans un entrepôt, dans une autre langue, il y a des risques que je me blesse. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Ah! Oui! Ah! Non, non, I mean, ouch! I mean, voyons, c'est quoi donc aïe, aïe en anglais? Ouch! Ouch, aïe! Ouch, aïe! La SST expliquée avec François-Étienne Paré. Quand on travaille à l'étranger, ça demande une certaine adaptation pour l'employeur et pour l'employé. Il y a donc plusieurs défis de santé et de sécurité en rapport avec les travailleurs immigrants. Daniel Côté, chercheur, et Jessica Dubé, chercheuse, nous expliquent. Plusieurs défis attendent les travailleurs immigrants, plus particulièrement les nouveaux arrivants, notamment la présence de barrières linguistiques ou liées à la communication interculturelle, une connaissance limitée des lois et des règlements en vigueur. On a aussi un accès restreint aux soins de santé. On a aussi des conditions de travail précaires. Beaucoup de travailleurs, dans les premières années de leur établissement, se retrouvent dans des conditions de travail assez précaires. Ensuite, on retrouve le stress lié à l'adaptation culturelle, prendre le temps, puis de s'habituer, de s'acclimater à la nouvelle société où on est, et l'absence ou le manque de formation adaptée dans les milieux de travail. Tout ça, c'est des choses qui sont apparues dans nos travaux des 10 dernières années. On a aussi remarqué, en fait, que les nouveaux travailleurs, travailleuses ici, quand on parle des liens d'emploi précaires, comme par exemple les agences de location de personnel, ça devient une stratégie, en fait, pour introduire le marché du travail dans lequel ils se retrouvent dans des situations, finalement, de travail dangereuses, mais aussi avec une certaine méconnaissance des lois, des règlements, même des risques auxquels ils sont exposés, parce que, justement, ils sont mal formés ou informés de la nature de leurs tâches là, dans les différents milieux de travail. On parle de travailleurs immigrants. Daniel, c'est quoi la différence entre migrants et immigrants? Un immigrant, c'est une personne qui quitte son pays d'origine pour s'établir durablement dans un autre pays. Ce terme met l'accent sur les déplacements volontaires ou forcés vers un nouveau pays où l'individu espère trouver des meilleures conditions de vie, meilleur emploi, meilleure protection. Les raisons qui poussent une personne à immigrer peuvent être diverses, économiques, politiques, familiales, environnementales, l'éducation aussi. Au Québec, ces dernières années, on dénombre environ une 50aine de mille nouveaux arrivants à chaque année et environ 175 000 migrants temporaires. Les migrants, ce sont des personnes qui ne s'établissent pas durablement. Ils viennent pour une période déterminée pour effectuer un travail, comme les travailleurs étrangers temporaires dans l'agriculture, ou encore des étudiants internationaux qui rentrent dans la même catégorie de migrants temporaires. En fait, c'est que dans les dernières années, les projets de recherche qu'on a menés, Daniel et moi, on s'est davantage intéressés en fait aux travailleurs immigrants. Donc ça veut dire que comme critère d'inclusion, on demandait aux participants est-ce que leur pays d'origine était hors Canada? Si oui, ils pouvaient participer finalement à nos projets de recherche. Dans les prochaines années, on est en train justement de développer des projets qui sont plus spécifiques au niveau des migrants, dont les travailleurs étrangers temporaires, qu'on sait que c'est une nouvelle réalité au Québec et pour lesquels on a peu de données puis qu'on aimerait ça, documenter les enjeux là, en matière de santé et sécurité au travail. Les immigrants peuvent être classés en différentes catégories. Ça peut être des travailleurs qualifiés, des réfugiés, des demandeurs d'asile ou encore des étudiants internationaux qui choisissent de rester après leurs études. Les politiques d'immigration, qui varient d'un pays à l'autre, déterminent les conditions d'admission et de séjour des immigrants. Les travailleurs migrants, comme les travailleurs étrangers temporaires, sont les travailleurs qui ont un permis de travail fermé avec un employeur unique. Daniel, peux-tu nous faire un portrait de l'immigration au Québec? Environ 53 000 nouveaux arrivants arrivent au Québec à chaque année et environ 175 000 migrants temporaires. Ça inclut les étudiants internationaux, les travailleurs agricoles, les demandeurs d'asile, qui portent le nombre de résidents non permanents au Québec à peu près 560 000 personnes. La majorité s'installe dans la région de Montréal. Juste sur l'île de Montréal, c'est un résident sur 3 qui est né à l'étranger. Et ça dépasse les 50 % dans certains arrondissements.
Donc, c'est au total environ 1,5 million de personnes au Québec qui sont nées à l'étranger. Et Jessica, qu'est-ce qui se passe quand ces personnes-là arrivent au Québec? Les parcours sont variés selon les catégories justement d'immigration des travailleurs. Donc, à travers nos études, on a pu identifier 4 principaux parcours vécus par ces travailleurs. Donc, le premier parcours, le parcours migratoire. Donc, par exemple, les motivations d'immigrer au Québec ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ensuite, on a pu recenser tous les parcours d'insertion professionnelle et sociale. Donc, par exemple, dans les parcours d'insertion professionnelle, quand on parlait tantôt de liens d'emploi précaires, comme les travailleurs d'agence, par exemple, ou encore des situations de racisme ou de discrimination à l'embauche. Donc, ce sont aussi des enjeux qu'on a pu documenter puis qui sont vécus, en fait, par le travailleur ou la travailleuse. Au niveau social, ce qu'on a pu identifier, c'est vraiment l'isolement. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ne connaissent pas nécessairement des gens, mais en plus, c'est pas toujours la famille qui va suivre, donc ils vont vivre dans l'isolement, puis ça devient vraiment un enjeu important pour eux. Finalement, c'est les parcours, en fait, de la santé et sécurité au travail. Donc, suite à une lésion professionnelle, ils vont devoir déclarer une lésion professionnelle, méconnaître le processus et ensuite vivre différentes incertitudes face à la réadaptation au travail ou encore au retour au travail dans un emploi qui parfois est plutôt alimentaire, qui n'était pas nécessairement à l'origine ou selon leurs ambitions. Ce sera pas long, je finis d'empiler ces 2 boîtes-là, puis j'arrive. I empile the boxes and I come. OK? Bon, c'est fait. Bon, je suis pas sûr que j'avais le droit de chauffer un lift ici, là, mais c'est fait. Ça a bien été. Mais non, c'est une blague. J'aurais jamais fait ça sans la certification nécessaire, évidemment. Vous voyez, il y a des normes qui sont évidentes, comme suivre une formation de cariste pour pouvoir conduire un chariot élévateur, mais il y a d'autres normes qui le sont moins et qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais là, est-ce qu'il y en a tant que ça des gens qui se blessent au Québec? On n'a pas de données statistiques sur les lésions professionnelles des immigrants parce que dans les bases de la CNESST, on ne collige pas ces informations-là. On y a accès en faisant un pairage de bases de données. On l'a fait en pairant les données de la RAMQ, le ministère de l'Immigration et la CNESST. On constate que la proportion d'accidents qui touchent les immigrants augmente année après année et qu'elle est plus forte dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé et des services sociaux, le secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement. On constate aussi que chez les travailleurs immigrants arrivés depuis 5 ans et moins, une proportion plus forte s'observe dans le secteur manufacturier. En termes de taux de fréquence des accidents, c'est 3 personnes sur 100 chez les personnes nées au Canada, dans le secteur agricole, qui sont victimes d'un accident de travail. En comparaison, c'est 10 personnes sur 100 chez les travailleurs immigrants arrivés depuis moins de 5 ans. J'aimerais ajouter que le risque d'un arrêt de travail de longue durée est plus élevé chez les travailleurs immigrants que chez les travailleurs nés au pays. Jessica, on entend souvent parler de surqualification des immigrants. Qu'est-ce qu'il y en est? Il y a une plus grande proportion de travailleurs surqualifiés chez les immigrants par rapport aux non-immigrants. Donc, on a pu remarquer, en fait, ce taux de surqualification chez les immigrants qui est particulièrement plus élevé, en fait, dans le secteur des services aux entreprises, les services relatifs au bâtiment, aussi au niveau des services de soutien, ainsi que le transport et l'entreposage. Il me semble que ça doit exister une bonne recette pour qualifier des gens efficacement. Attends un petit peu, qu'est-ce que j'ai ici? Pâte à la saucisse de José Di Stasio. Ici, c'est quoi? Tarte au sucre de Ricardo, la meilleure. Pas mal. Ici, tomate confite de Yotam Ottolenghi. Pas si mal. Ah! Voilà, je n'étais pas dans le bon livre. Ça, c'est une excellente recette que nous livre à l'instant Daniel. On peut arriver à de bons résultats, à quelque chose d'assez relevé, sans s'étouffer. L'efficacité d'une telle recette, ça repose sur la combinaison de plusieurs ingrédients complexes. Par exemple, des évaluations rigoureuses, un soutien structuré aux travailleurs, aux entreprises, améliorer l'accès et les démarches d'évaluation des compétences transférables et de reconnaissance des acquis, des formations mieux adaptées aux besoins des nouveaux travailleurs,
un soutien aux entreprises et je pense notamment aux petites entreprises. Et quelles sont les autres pistes de solutions, Jessica? C'est important de ne pas voir les immigrants comme une catégorie homogène, de aussi considérer l'effet de racisme et de discrimination sur la santé psychologique dans les milieux de travail. C'est essentiel d'identifier aussi l'effet de cumul de précarité et de vulnérabilité, de prioriser aussi certains secteurs d'activité ou encore de types d'emploi, et aussi la taille des entreprises. Pour ce qui est de la taille de l'entreprise, il est important de considérer que les petites entreprises, comparativement aux grandes entreprises, ont moins de ressources pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins des travailleurs immigrants. Daniel, je te laisse le mot de la fin. La recherche actuelle en SST met en lumière les facteurs qui rendent les travailleurs immigrants, en particulier les nouveaux arrivants, plus vulnérables. On comprend mieux maintenant comment la précarité de l'emploi influence les conditions de travail et leur impact sur la santé globale. Les déterminants sociaux de la santé, on inclut ici ceux liés aux conditions de travail, sont désormais mieux connus. On a également une meilleure compréhension de l'effet des réglementations du travail, des politiques sociales et des lois sur l'immigration et le travail sur les trajectoires individuelles. On comprend mieux l'impact des privations matérielles, le logement, le transport, la sécurité alimentaire, la littératie en santé, ainsi que l'importance d'un réseau familial et social sur la santé globale des travailleurs. Vois-tu, François-Étienne, à quel point c'est complexe? À quel point la nuance et la mise en contexte sont essentielles? C'est sûr que j'en sais maintenant beaucoup plus sur cet enjeu-là qui est si important et je salue cette magnifique recette du succès qui m'a mis en appétit. Me voilà prêt pour me mettre à table afin d'aborder d'autres grands enjeux de la santé et de la sécurité au travail. D'ailleurs, manquez pas le prochain épisode. Écoutez les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée. Phonique. Le fin son de l'histoire.